Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir ce soir une nouvelle fois avec Follow. On est vraiment ravis d'être avec vous pour ce nouvel événement, ce nouveau webinar intitulé ce soir « Et si c'était un internal impeachment ?» J'ai vraiment le plaisir de vous présenter nos deux intervenants qui sont Thierry Marc et Philippe Collin. Voilà, on a le plaisir de les avoir avec nous pour cette intervention. J'en profite pour saluer tout le monde. On a des connexions d'un petit peu partout dans le monde. Donc, nos amis suisses, belges, au Maroc, en Algérie ou au Liban. Donc, voilà, on est vraiment content de tous vous avoir ce soir et on espère qu'une fois de plus, le contenu vous plaira. En termes d'organisation, nous aurons Thierry, cadre de santé à Montpellier, qui va commencer, qui va prendre la parole dans un premier temps. Puis, suivi de l'intervention du docteur Philippe Collin, qui prendra la suite au niveau de la chirurgie orthopédique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer un très bon moment, passer une très bonne soirée. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique associée questions. Et le principe, c'est qu'à la suite de ces interventions, on ait un temps de discussion et d'échange où les deux intervenants prendront le temps de répondre à vos questions. Voilà, bonsoir à tous. Ravi que vous soyez fidèles pour ce second Web Sugar Tour. Et je suis très honoré de la présence amicale de Philippe Collin, que je vais brièvement présenter. Il est chirurgien à Rennes, chirurgien de l'épaule. On se connaît depuis de nombreuses années et il a été président de la Société française de chirurgie de l'épaule et il est actuellement secrétaire général de la Société européenne de chirurgie de l'épaule et du coude, la CESEC. Donc, c'est un honneur pour la France et je pense qu'il nous représente très bien. J'avais eu la chance d'être avec lui à Nagoya, où il avait le congrès international, où il avait eu le prix de la meilleure communication. Et donc, ce soir, il nous parlera de lésions assez rares de la coiffe des rotateurs. Donc, ce soir, le thème, c'est « si c'était un internal impeachment ». Un petit mot de présentation de Thème Institute. On a 10 ans, on a été le premier organisme de formation certifié ISO 9001 et maintenant Calliope depuis un mois. Donc on fait de la formation pour les kinés avec des modules épaule, la méthode CGE, le rachis, le membre inférieur, le membre supérieur. On forme entre 2500 et 3000 kinés par an et on réalise également de la prévention de TMS à l'entreprise. Et actuellement, on suit les gens sur 6 mois avec des données extrêmement précises et je suis en train de faire traiter par un Master 2 là, de 3000 dossiers. Vous aurez bientôt les résultats de ce traitement. Alors, vous avez le quiz qui doit apparaître. Donc, première question à laquelle vous allez répondre, combien y a-t-il de types d'internal impeachment? 3, 1, 2. Allez-y, jouez. Ensuite, quelle partie du tendon est lésée dans l'internal impeachment? La partie superficielle, intratendineuse ou la face profonde. Et enfin, une question pour la communication de Philippe Collin. Quelle lésion de la coiffe des rotateurs passe souvent inaperçue et même difficile à trouver parfois pendant l'arthroscopie? Une lésion du subscapulaire, du petit rond ou du grand rond? Voilà. Je vous laisse le temps de répondre et on refera ce quiz à la fin. Alors, vous connaissez tous le fameux conflit qui avait été décrit par NIR. C'est les Canadiens appellent ça le syndrome d'abutement, c'est-à-dire c'est le tubercule majeur qui vient comprimer la bourse sous le ligament acromion-coracoïdien que vous voyez ici. Voilà. Donc là, on est à l'extérieur, au-dessus de la coiffe des rotateurs. Donc, on a impliqué l'acromion pas mal dans ce type de conflit, mais il s'avère maintenant que l'acromion est peu responsable. Par contre, la tête qui effectivement migre vers le haut parce qu'elle est mal centrée va comprimer les différentes structures, les tendons de la coiffe des rotateurs et surtout la bourse sous l'acromion et le ligament acromo-coracoïdien. Là, ce sont des schémas de l'équipe de Madsen. Alors, quand vous avez le bras qui est en élévation, vous voyez qu'il y a une compression de la bourse ici sous le bec acromial, mais le tendon est déjà passé. Ensuite, vous allez pouvoir poursuivre le mouvement et on va voir ce qui se passe. Et c'est là où on arrive à la notion d'internal impeachment. Donc en fait,
c'est un conflit interne de la face profonde des tendons et pas de la face superficielle. Donc, sous l'effet de forces extrinsèques qui peuvent être l'inertie du bras lors du geste d'armée ou alors d'autres muscles extrinsèques en dehors de la coiffe du rotateur, le mouvement articulaire dépasse les limites physiologiques et c'est la face profonde de la coiffe, comme vous pouvez le voir ici à gauche lors du geste de l'armée, qui vient s'impacter sur le labrum ou ici lors d'un mouvement de rotation. Donc, si la tête continue de tourner, il va y avoir une incarcération du tendon contre le labrum. Voilà. Alors, il y en a plusieurs types. Le postéro-supérieur qui a été décrit donc dans les années 90 par Gilles Walsh de Lyon. Ensuite, il y a l'antéro-supérieur qui a été décrit un peu plus tard par Gerber et Sebesta. Et ensuite, l'antérieur qui a été décrit par Strull 2 ans plus tard, en 2002. Alors, donc voilà ce qui se passe quand vous êtes dans la position de l'armée. Vous êtes en abduction, en rotation latérale, avec une rétropulsion du bras. Et si la tête est bien centrée, vous voyez que vous avez la place ici pour que le tendon supraépineux, qui était dessus, mais qui par la rotation latérale est passé en arrière, tire le bras en abduction. Voilà, vous revenez un peu en position plus antérieure, mais malheureusement, dans certains cas, à force d'avoir des gestes répétés d'armée, on distend un peu la capsule antérieure, on abîme un peu le labrum et la tête va se translater en avant. Quand elle est translatée en avant, si vous armez, là, il n'y a plus de place pour le tendon puisque le tubercule majeur vient plus antérieur contre le labrum et la partie antérieure de la gaine. C'est ça l'internal impingement du supraépineux lors du geste de l'armée. Vous voyez la comparaison entre les deux épaules. Donc déjà, vous pouvez avoir une idée de quel va être le type de traitement pour ce type d'internal impingement. Donc il y a les travaux de Wall ont montré que le fonctionnement normal d'une épaule, il y a une translation postérieure de 4 mm lors de l'abduction, rotation latérale, lors du mouvement et de l'abduction horizontale également, lors du geste de l'armée. Si, et ça c'est le schéma de Walsh, si vous n'avez pas cette translation, vous avez une distension de la capsule antérieure, c'est la flèche blanche, avec une fissure d'une usure du labrum et une lésion de la face profonde de la coiffe ici contre le labrum postérieur. Donc c'est un peu la double peine. J'y suis passé puisque je joue au volleyball. J'ai commencé par avoir des douleurs antérieures étiquetées de tendinite du long biceps. Après plusieurs infiltrations, j'ai eu des coups de couteau derrière lors du geste d'armée et j'ai été obligé d'arrêter. Voilà, donc ça vous montre bien quel est le processus physiopathologique. Voilà, donc plusieurs équipes ont travaillé dessus. Bien évidemment, les Américains, puisqu'ils avaient beaucoup de baseballeurs qui font des gestes de l'armée de façon ultra répétée, ça touche les volleyeurs, les handballeurs et les lanceurs de javelot. Donc c'est la face profonde de la coiffe qui vient s'incarcérer. Alors, à l'examen clinique, on va réaliser le test du conflit glenoïdien postérieur, qui est une abduction, rétropulsion et rotation latérale. Et là, le sujet doit ressentir une douleur très vive à la face postérieure de la gaine, donc derrière l'omoplate, et pas au niveau du deltoïde. Mais ça peut être peut-être autre chose que le conflit glenoïdien postérieur, c'est pas toujours évident. Donc, en fait, vous allez réaliser un test de NIR, et à ce moment-là, le sujet ressent une douleur dans le deltoïde. Et vous lui demandez, est-ce que c'est la même douleur que lors de l'armée? Parce qu'on peut avoir la ceinture et les bretelles, c'est-à-dire un conflit avec une compression de la bourse mise en évidence par le test de NIR, et aussi un conflit glenoïdien postérieur, avoir que l'un ou que l'autre. Mais les sujets font très nettement la différence entre les deux, et quand on y est passé, on ne se trompe pas. Et ces sujets ont également un cross-arm limité, comme vous voyez en bas à droite, puisqu'il y a une translation antérieure de la tête qui va donc limiter l'adduction horizontale. Donc voilà la réalisation du test de NIR. Donc, paume de la main vers en bas, on bloque la scapula et on réalise une abduction forcée. Alors, on va voir maintenant le conflit
interne antéro-supérieur décrit par Gerber et Sebesta. Donc, il s'agit, vous allez voir, d'une autre lésion. Donc là, le sujet réalise une abduction et une étude a montré que en flexion-abduction, 74% des sujets sains donc, entrent en conflit interne, c'est-à-dire que la face profonde, comme vous voyez dans le cercle rouge, vient s'impacter sur le labrum supérieur. Donc ici, vous voyez un peu mieux le détail avec la face profonde et non pas la face superficielle qui se situe ici, la face profonde donc qui vient s'impacter sur le labrum supérieur. Le bec acromial est là. Vous voyez que le tendon est déjà passé depuis un moment lorsque vous êtes en abduction. Et donc, c'est complètement du mécanisme qui vient donc comprimer la bourse sous l'acromion. Donc, sur ce schéma, on voit la face profonde qui est là. Donc, il faudra faire attention en rééducation aux manœuvres de décoaptation ou de thérapie manuelle en translation inférieure qui vont avoir tendance à tirer la tête vers en bas parce que ça va vous impacter le supra et la face profonde du supraépineux sur le labrum. Également, cela peut apparaître dans les instabilités inférieures, dans les instabilités multidirectionnelles. Donc, cela arrive chez des sujets qui réalisent une abduction, une flexion, avec une articulation qui est bien centrée, une épaule relativement laxe, et il faut avoir au moins 90 degrés d'abduction dans la scapulomérale pour pouvoir avoir ce conflit. Et c'est souvent provoqué et associé à une restriction de la mobilité scapulaire en sonnette latérale. Donc, la scapula bascule moins et vous allez épuiser votre mouvement dans la glomérale et donc aller au-delà des limites physiologiques de cette articulation. Donc, ça va entraîner deux types de lésions lors de la compression, puisque en abduction, ce point va arriver ici. Donc, ça va entraîner des lésions du labrum supérieur et également les lésions de la face profonde de la coiffe. C'est peut-être une des explications des lésions, des ruptures de coiffe et qui commencent donc par la face inférieure du supraépineux au niveau de l'insertion. Donc, cela entraîne des ruptures partielles de coiffe, des fragmentations et des effilochages du labrum. Maintenant, après le postéro-supérieur, lors du geste de l'armée, l'antéro-supérieur lors de la flexion-abduction, nous allons voir l'antérieur qui a été décrit par Struhl en 2002. Donc, en fait, pour pouvoir avoir ce conflit, il faut qu'il y ait une force externe. En rotation médiale, ça va être le grand rond et le grand dorsal qui vont continuer de réaliser le mouvement alors que le subscapulaire a épuisé son mouvement de rotation. Le mouvement se poursuit et donc le tendon va s'incarcérer en intra-articulaire. Donc, il faut faire extrêmement attention quand on travaille la rotation. Donc, pour le mettre en évidence, on réalise un examen clinique. Ici, vous voyez le test de Hawkins réalisé par Richard Hawkins lui-même. Donc, vous réalisez ce test et vous regardez quelle douleur a le patient. Et ensuite, vous allez réaliser une rotation médiale, bras le long du corps, et vous allez regarder si cela reproduit la même douleur. Si vous avez une douleur qui est beaucoup plus interne, intra-articulaire, c'est un impingement, un internal impingement. Si la douleur, par contre, est sur le deltoïde déclenché par le test de Hawkins, à ce moment-là, il s'agit d'un conflit avec une bursite. Donc, pour résumer la physiopathologie et les causes de ces conflits, le conflit myélodien postérieur, c'est l'inertie lors du bras de l'armée, avec des sujets qui lancent le bras en arrière alors que la scapula ne suit pas, la scapula n'est pas assez motorisée par ses fixateurs. Le conflit glébodien supérieur, c'est soit l'inertie du bras qu'on lance en flexion, soit le deltoïde qui poursuit sa contraction alors qu'on est arrivé au bout du mouvement articulaire, c'est un défaut de contrôle moteur. Et pour le conflit lénoïdien antérieur, c'est les muscles extrinsèques, c'est-à-dire le grand pectoral et le grand dorsal, qui continuent de réaliser la rotation alors que c'est terminé pour le subscapulaire. Les principes de la rééducation au niveau scapuloméral, il faut optimiser le fonctionnement scapuloméral avec les techniques de recentrage qu'on utilise.
Une fois que la tête est bien centrée, et surtout pas quand elle est sur le labrum, on va réaliser des manœuvres de contracté-relâché en cross-arm et on donnera ensuite des étirements. À partir du moment où il y aura 110 degrés dans l'angle luméral non douloureux, on donnera des étirements à faire au sujet. Au niveau de la scapulo-thoracique, il faut gagner de l'amplitude dans le sens du conflit. Si c'est un conflit glénoïdien postérieur, il faut davantage frontaliser la scapula en lâchant bien le petit pectoral, en activant bien le trapèze inférieur, le rhomboïde et le rhomboïde. Il faudra donc s'assurer du bon contrôle moteur de la scapula et apprendre au sujet à commencer le geste de l'armée par le mouvement de la scapula et non pas lancer la main en arrière. Et ensuite, on réalisera un travail en chaîne cinétique, bien évidemment, pour avoir une bonne coordination entre la propulsion des membres inférieurs, la transmission par le rachis et l'effecteur qui est l'épaule et la main. Donc, le principe de cette rééducation, une fois que vous avez bien centré la tête humérale, c'est d'optimiser la scapulo-thoracique avec un gain d'amplitude de la scapulo-thoracique dans le sens du conflit, donc frontalisation-adduction pour le supérieur, bascule latérale pour le conflit antéro-supérieur et sagittalisation, l'enroulement des épaules que normalement on ne travaille jamais, mais que là on va travailler pour que le mouvement de rotation puisse se produire plus dans la scapula et moins dans la glénomérale lorsque vous passez la main dans le dos. C'est pour ça qu'en rééducation, il ne faut jamais forcer le mouvement main-dos. Donc, un premier cas clinique, une handballeuse qui avait été obligée d'arrêter. Vous voyez qu'elle a une flexion qui, pour une jeune fille qui est assez laxe, est limitée à 100 degrés. L'adduction horizontale est limitée à 90 degrés, alors qu'elle est de 120 en contrôle latéral. Et le C-test est également limité. Et vous voyez, avec la flèche noire, la lésion de la face profonde de la coiffe des rotateurs, avec même une impaction de la tête qui est allée écraser le labrum à la partie postérieure. Donc, ce n'était pas rien. Donc, après traitement, on a gagné l'amplitude en ces tests, qui est le résultat un peu de tous les décentrages, en adduction horizontale et lors du geste de l'armée, elle a pu reprendre le hand. Là, un jeune handballeur qui avait 16 ans à l'époque, qui avait une rupture de la face profonde du scanner. Vous voyez sa scapula qui dysfonctionne, mais on voit qu'il manque de mobilité dans la glomérale. Il y a également une petite amyotrophie de l'infraépineux. Voilà, donc vous voyez, à son entrée, lors du test du conflit glénoïdien postérieur, il est obligé de tourner le tronc parce qu'il ne supporte pas la rétropulsion du bras. Après traitement, on arrive à avoir une bonne rétropulsion du bras avec la rotation latérale alors qu'il garde le corps bien axé. Il a pu reprendre également le hand. Voilà, donc là, on a terminé cet exposé par le troisième type d'interlimpingement qui était la face antérieure de la coiffe avec les lésions de la face profonde du subscapulaire. Et donc maintenant, Philippe Collin va nous parler de lésions cachées qui se situent à ce niveau et qui sont assez difficiles à mettre en évidence. Voilà, donc Philippe, je te donne la parole. Merci Thierry. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Follow pour toute l'organisation. C'est vraiment très sympa de se retrouver. On a hâte de se retrouver face à face, mais c'est déjà ça. C'est vrai que ça te permet de continuer à bosser, continuer à partager. Merci vraiment TM Institute et Thierry, et puis merci à Follow. Vraiment, c'est très sincère. Donc maintenant, je suis à Paris, donc avec toute une nouvelle équipe, c'est très sympa. Donc, alors, je voulais vous dire quoi. En fait, pour vous, pour les kinés, c'est vachement important parce qu'il y a deux possibilités. Et c'est quasiment toujours ça, en fait. Soit vous avez, et c'est pas rare, un patient qui se plaint toujours après une rupture du supraépineux. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, mais ça peut être ça. Soit vous avez un patient qui a toujours mal à l'épaule, il a tout eu, il a eu la kiné, il a eu le machin, il a eu le truc, et puis il vous dit j'ai toujours mal. Et puis surtout, le problème, c'est qu'il a vu plein de chirurgiens, et puis on lui a dit votre IRM est normal. Votre examen clinique est quasiment normal, donc je ne vois pas ce que c'est. Donc retenez bien ces deux options. Alors, on va reprendre
la clinique, tout simplement. Vous savez comment tester un sous-scapulaire. Il y a globalement 3 tests. Le lift-off test, fait par Gerbert, je vous le montre là. Vous savez comment c'est. Vous mettez la main dans le dos et vous demandez au patient de tenir. Soit il ne tient pas, et à ce moment-là, c'est un lift-off test positif. Moi, je passe ce test parce que je trouve que son douloureux, il est presque toujours positif. Donc, c'est pas terrible. Mais si vous l'aimez bien, vous le gardez, c'est pas un problème. Deuxièmement, le press belly test. Celui-là, moi, je l'apprécie, c'est mon test. C'est celui que j'utilise, je vais vous montrer, il me plaît bien, je vais vous dire pourquoi. Enfin, vous avez le Big Hug Test, Big Beer Hug Test, pardon, qui a été mis en évidence par Johann Barth, qui est un chirurgien français, contrairement à ce que son nom l'indique. Quand il était allé aux États-Unis faire son fellowship avec Burkhardt, ils ont mis ça en évidence. Et donc, il est chirurgien à Grenoble. C'est l'actuel président de la Société française d'arthroscopie. C'est un bon test aussi. Alors, les tests, il n'y a pas des. En fait, ce qu'il faut, je pense, si vous ne faites pas que de l'épaule, c'est en connaître au moins un. Et puis, vous utilisez toujours le même. Et puis, vous allez l'affiner, vous allez vous l'approprier. C'est beaucoup mieux que d'apprendre tout un tas de ribambelles de tests. Et puis après, on se dit, mince, lequel c'était, comment c'était. Vous faites toujours le même. Donc, moi, je fais le belly press test. Voilà. Donc, vous avez vu, on met un petit peu le bras et donc, on écarte un petit peu comme ça et on demande au patient d'écraser la main, d'écraser le ventre. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo. Alors ça, regardez, c'est un sous-scap normal. J'insiste bien sur le fait qu'un sous-scap normal, vous ne pouvez pas gagner. Vous voyez, si on est comme ça, vous voyez, vous vous mettez comme ça et vous demandez au patient d'écraser le ventre et vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. C'est impossible. On peut regarder si vous voulez. Là, vous regardez, vous demandez au patient d'écraser le ventre avec sa main. Et même si c'est une petite patiente qui fait 45 kilos, même si vous êtes joueur de rugby, vous ne pourrez pas lutter contre un sous-scapulaire que le patient contracte lui-même. Hein. Vous voyez, on est comme ça, on demande au patient de mettre, on l'écarte un petit peu le bras, de mettre la main sur le ventre et d'écraser son ventre. Et vous voyez, on n'arrive pas à résister. Ça, c'est un belly press test. Maintenant, regardez un autre cas. Ce patient, lui, vous y arrivez. C'est-à-dire que vous lui demandez de faire ça. Alors, soit il est douloureux, soit il est un petit peu déficitaire. Mais dès qu'ils sont douloureux, ils sont déficitaires, en fait. Donc, c'est un bon test. Hein. Donc, bien sûr, la vidéo pour vous rappeler que tous les tests ne sont valables que si les mobilités passives sont complètes. Un test avec une mobilité passive incomplète, c'est une épaule raide, c'est un autre problème. Donc, il faut d'abord, bien sûr, toujours regarder que les mobilités sont complètes en flexion, en rotation interne, en rotation externe. Ça, c'est la base. C'est super, super important. Les tests, ils n'ont pas de valeur si votre épaule est raide, parce que de toute façon, c'est la capsule qui fait mal, et tous vos tests seront positifs. Ce n'est pas un souci. Et là, regardez, je fais la même chose que tout à l'heure. Abduction 30 degrés, flexion antérieure 30 degrés. Ah non, excusez-moi, c'est pas ça. Donc, hop. Et là, j'ai une bonne rotation externe. Et quand on va passer à la rotation interne, et là, je demande d'écraser le bras. Vous voyez, ça c'est bien. Et il ne peut pas tenir. C'est moi qui gagne. Vous voyez, il grimace un petit peu. Il ne peut pas tenir. Je vais vous le remettre. Vous voyez, il est là, et vous tirez, et hop, il grimace un peu, il ne peut pas tenir. Ça, c'est un belly press positif. Ça, si vous avez retenu un truc ce soir, c'est vraiment ça. Belly press, il est positif. Donc, alors là, ce qui est embêtant dans cette affaire, le problème dans cette affaire, c'est l'IRM. Parce que je vous mets au défi de vraiment bien voir les lésions du sous-scapulaire à l'IRM. C'est pas facile, pas facile. C'est beaucoup plus facile de les détecter à l'arthroscanner. Alors, je vous ai mis, parce que ce qu'il faut, c'est regarder des cas. Les cas, c'est toujours intéressant. Oui, regardez là. Regardez, ça, c'est une arthroscopie. Je m'arrête. Je m'arrête. Ici, vous avez la tête humérale. Ici, vous avez le sous-scapulaire. Et, bon, même si vous n'êtes pas chirurgien orthopédiste, vous voyez bien que ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas terrible. Il y a du. C'est pas terrible. Là, voilà, c'est pas génial. Et donc, si on regarde bien, comme ça, vous voyez, ça, c'est le ligament. Je m'arrête de nouveau. Ça, c'est le ligament gléno-huméral moyen. Et ce ligament gléno-huméral moyen, en rotation interne, comme ça, tac,
Donc ça, c'est une petite rupture du supra associé. Mais le ligament, là, il vient en conflit. Donc avec un petit Viper, on retire ce ligament. C'est pas grave, hein, ça ne donne pas d'instabilité, pour éviter ce. Vous voyez, là, le tendon, là, il est normal là-haut. Il est blanc, nacré, il est beau. Là, c'est le cartilage, c'est la glène. Ça, c'est la tête humérale. Donc, tête humérale, glène. Et devant le sous-scapulaire est là, la bande blanche qui est là-haut. Et ben là, c'est là que ça fait mal. C'est là que ça ne va pas. Et là, vous aurez un belly press positif. Déjà, ça fait un petit peu mal quand vous mettez en rotation interne comme ça. Voilà. Alors, c'était publié, hein, c'est un conflit entre le ligament gléno-huméral moyen et la face profonde du sous-scapulaire. C'est une entité nosologique à part entière. Un autre exemple. Alors ça, c'est super intéressant. Alors là, il n'est pas vraiment rompu le sous-scapulaire. Par contre, là, je vais vous donner un autre exemple où c'est différent. Vous voyez, encore, hein, je le refais. La tête humérale est là, la grande bande nacrée là devant, c'est le sous-scapulaire, et ça, il va venir s'insérer là comme ça sur la tête de l'humérus qui est ici devant, c'est-à-dire sur le tubercule mineur. Ensuite, si je mets mon crochet comme ça, tac, vous voyez que là, il n'est pas terrible. À sa face profonde, il n'est pas terrible. Bon, je me dis, bon, il n'est pas terrible, mais il n'est pas désinséré vraiment. Alors, je vous montre. Ça, le gros truc dessus de mon crochet là, c'est le biceps. C'est ça le problème. Hein. Le biceps, il a un rôle dans cette affaire. Hein. Et vous voyez, tac, si je prends le biceps, je le mets un petit peu sur le côté, avec mon arthroscope, c'est-à-dire avec ma caméra, je descends dans la gouttière. Regardez, je vais dans ma gouttière. Et là, eh ben là, tac, on se rend compte que le sous-scapulaire n'est plus inséré. Normalement, là, je bute sur le tendon. Il n'y a rien, je ne peux pas passer là. Vous voyez, le biceps est là, la gouttière du biceps est là, et puis là, bah, c'est pas normal. C'est pas normal de voir ça. Donc, alors ce qui est super intéressant, je vais vous le montrer, c'est que quand je mets le bras, quand je bouge le bras, regarde, je mets de la rotation externe, et il va venir, mon biceps va venir d'un côté, il va se luxer là, ou si je mets de la rotation interne, il va passer de l'autre côté, et il va abîmer la face profonde du supraépineux. Là, le sous-scapulaire, pardon. Vous voyez? Tac. C'est-à-dire qu'il s'est normalement il est là, vous voyez ma petite truc, il s'est subluxé comme ça, il va venir abîmer ça. Alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est vraiment très intéressant. Alors on connaît, hein, c'était décrit il y a très longtemps en fait, parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on sait ça. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure, le sous-scapulaire est là, la gouttière du biceps est là, le supraépineux est là, eh bien, ça peut s'abîmer des deux côtés, en fait. C'est-à-dire qu'il peut partir que de ce côté-là et abîmer la partie haute du sous-scapulaire. Et puis, je vous l'ai montré, il peut passer aussi un peu de l'autre côté et abîmer la face profonde du supraépineux. C'est-à-dire que vous allez avoir des lésions bipolaires, à la fois sur le supra et à la fois sur le sous-scap, sur toute la partie antéro-supérieure. Et on voit bien là, hein, c'est-à-dire que le biceps, il prend la corde de l'arc, en fait, tac, il sort un petit peu et il abîme ce sous-scapulaire. Alors, ça avait été décrit il y a très longtemps. Ce qui est super dans la chirurgie, c'est qu'il suffit de regarder ce qu'avaient fait les autres, et puis souvent, ils avaient déjà fait. Donc, en 1994, Gilles Walch avait déjà dit, alors qu'il n'y avait pas l'arthroscopie, il avait dit, mais il avait appelé ça les lésions cachées, les hidden lesions. Il avait dit, regardez, le biceps est là, comme ça, le sous-scapulaire est là. Eh bien, il avait dit, pensez à aller ouvrir la partie haute du sous-scapulaire, vous allez trouver des lésions cachées. Eh bien, effectivement, avec l'arthroscope, Lionel Letton a montré il n'y a pas longtemps qu'il faut faire exactement la même chose, parce que ces lésions cachées qu'il avait décrites, eh bien, elles existent vraiment. C'est-à-dire qu'on est là, vous voyez, tac, dans la gouttière, hop, on met l'arthroscope, et hop, là, tac, on se rend compte là que, hop, ça, c'est pas normal. Il y a une lésion cachée du sous-scapulaire. Alors, la conclusion, ça va être la même. Puis, je passais beaucoup de temps pour la discussion. Je crois que c'est dans l'ADN des réunions avec Follow, de discuter. Il faut qu'on discute. Donc, c'est la même diapo que l'introduction. C'est-à-dire, c'est examen clinique, examen clinique, examen clinique. Vous êtes des thérapeutes manuels. Donc, il faut vraiment, une fois que les mobilités passives sont complètes, vous avez souvent un patient qui, soit il est toujours douloureux alors qu'il s'est fait réparer son supra,
et vous ne comprenez pas pourquoi il est toujours douloureux. Ça peut être ça, parce que c'était une lésion cachée qui n'a pas été réparée. Soit c'est un patient qui, par ailleurs, on ne comprend pas ce qu'il a et son IRM est normal. Il faut aller jusqu'à l'arthro-IRM ou l'arthro-scanner pour mettre en évidence ces lésions de la face profonde du sous-scapulaire. Et parfois, c'est rare, mais on doit aller jusqu'à l'arthroscopie diagnostique pour effectivement montrer que quand on bouge le bras en rotation externe, le biceps, il vient abîmer un peu ce sous-scapulaire. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, j'arrête de partager mon écran et on va pouvoir discuter. Participer en plus à fond. Donc, merci Philippe pour ce super exposé là, ces lésions là qui sont très embêtantes, voilà, qui ont été publiées depuis assez longtemps par Gilles Walsh, mais qui ont été pas mal méconnues. Donc, je préfère être kiné que chirurgien parce que me balader tout le temps dans ces articulations, c'est assez compliqué, je trouve. Mais bon, il y a des experts pour ça. Donc, le sondage est parti là? Alors, voilà, dans un premier temps, le sondage a été fait et on voit les résultats sur la droite. Donc, il y a eu 3 questions qui ont été posées. Ce qu'on va faire, vu que pour l'instant, on n'a pas de questions, donc évidemment, vous pouvez tous réagir en participant et en mettant vos questions dans l'onglet dédié, donc l'onglet questions. Et là, pour l'instant, on a toutes les réponses qui ont été faites par rapport à ces 3 questions. Donc, si tu veux, Thierry, je te laisse la main pour reprendre chacune des 3 questions et voir les résultats que ça a donné et quelles sont les vraies réponses, quoi, du coup. Voilà, donc combien y a-t-il de types d'intervalles de Pigement? 3, 1 ou 2? J'espère qu'on est d'accord sur le fait qu'il y en a 3. Alors, j'ai failli parler des lésions du biceps ensablillé qu'a décrit Pascal Boileau, le glace biceps, mais finalement, je l'ai sorti pour ne pas compliquer l'exposé. Philippe, toi qui es dans les épaules, est-ce que tu vois souvent des lésions du biceps ensablillé qui l'empêchent de rentrer dans la gouttière bicipitale? La réponse est clairement non. J'ai été très séduit quand j'ai vu ça il y a une quinzaine d'années. Je trouvais ça génial. En fait, donc j'en ai cherché. J'en ai vu peut-être dans toute ma carrière, j'ai dû en voir 4-5. Donc, non, pour moi, c'est séduisant. Mais je crois que vraiment, les patients qui ont des déficits de fin de flexion, c'est souvent le long biceps qui est subluxé, en fait. Et quand il est subluxé, déjà, si vous regardez finement vos malades, ils n'ont pas tout à fait la même rotation externe d'un côté que de l'autre. Ils ont un petit peu moins de rotation externe. Et donc, du coup, c'est clair. Et ils ont des petits défauts de flexion aussi. D'accord. Oui, voilà, pour moi aussi, bon, je ne fais pas d'arthroscopie d'épaule, mais pour moi, c'est une lésion qui est assez exceptionnelle. Et donc, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler. Mais s'il y a des auditeurs qui en ont entendu parler, on aura fait le point sur la question. Voilà, c'est plutôt le biceps qui va s'effilocher progressivement ou se rompre ou se subluxer plutôt que le biceps qui grossit avec une tendinopathie hypertrophique. Absolument. Bon, alors, donc là, on en serait à 3 types d'intervalles Pigement: le postéro-supérieur du lanceur, le supérieur qui peut toucher toutes les épaules laxes et l'antérieur qui peut toucher plus les personnes plus âgées, je pense, et donc il peut amener peut-être à ce type de lésion. Ça peut-être fait partie du même mécanisme. Alors ensuite, quelle partie dans cet intervalle Pigement du tendon est lésée? Superficiel, intratendineux ou profond? Non, superficiel, c'est dans le classique conflit de Neer. Le intratendineux, c'est un autre mécanisme. Et là, c'est plutôt la face profonde donc, qui va être touchée. Et ensuite, Philippe, je te laisse répondre à la 3e question. Quelle est la lésion qui passe le plus souvent inaperçue dans une coiffe des rotateurs? C'est la lésion du sous-scapulaire. Voilà, parfait. Donc, on a répondu à nos 3 questions. Donc, est-ce qu'il y a Johan, est-ce que tu as des questions des participants? Oui. Tout à fait. Tout à fait, on a des questions. Alors, voilà, c'est en train d'arriver. Donc, je vais commencer par la première que j'ai sous les yeux.
Quel est le traitement de la sublimation du biceps? Quel est le traitement de la Sublimation du biceps. c'est une faute de frappe, subluxation sûrement. Subluxation du biceps. Vas-y Philippe, il y en a deux, la télothèse ou la télotomie. Voilà. Alors, moi, je voudrais revenir sur un truc, c'est que il faut faire un petit peu la part des choses entre les lésions dégénératives du sous-scapulaire comme ça, qui peuvent se voir assez fréquemment dans les ruptures de coiffe de la personne de 50, 60 ans. Là, moi, je vous parle vraiment de lésions de la phase profonde du supraépineux chez le sportif, hein, du sous-scapulaire, pardon, chez le sportif. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont plutôt 35, 40 ans, et on tourne, on ne sait pas bien, et en fait, ils ont ça. Donc, c'est pas fréquent, mais ça peut expliquer. Alors, le traitement, si c'est un jeune sportif, c'est la ténodèse. Il n'y a pas de discussion, c'est la ténodèse. Donc on vient bloquer le biceps dans la gouttière bicipitale. C'est pas une opération compliquée, c'est une opération qui marche bien. Les suites sont relativement simples. Voilà, c'est la ténodèse. D'accord. Il faut savoir que les subluxations du biceps dans les épaules dégénératives ne sont pas toujours douloureuses. Des fois, on en voit qui ressautent et après traitement, une fois que l'épaule fonctionne bien, les patients sont asymptomatiques. Je ne sais pas si c'est comme ça, effectivement, mais ceux-là, tu ne les vois pas, toi, peut-être, ceux qui vont bien, effectivement. Non, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. D'accord. Tu as une autre question, Johan? Tout à fait. La prochaine question, c'est est-ce que les lésions sous-scapulaires ont une épidémiologie particulière, métier, sport, posturologie? Philippe, bon, moi, du point de vue de troubles musculo-squelettiques à l'entreprise, donc bon, je suis un peu, pas spécialement, j'ai rien vu passer, aucune étude spécifique là-dessus. Des métiers particuliers, je ne crois pas plus que le reste de la coiffe. Les lésions du subscapulaire sont quand même plus rares que celles du supraépineux. Tu en penses quoi, Philippe? Oui, bien sûr. C'est une excellente question. Aujourd'hui, on peut pas dire si c'est un sport lié à une lésion liée à un certain geste. Autant dans le conflit postéro-sup que Thierry a montré tout à l'heure, c'est clairement toujours les mêmes choses. Hein. C'est tennis, handball. Je suis pratiquement tout le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry, mais moi, c'est dans les 99% des cas, c'est tennis, handball. Et quand on arrive aux lésions macro, quoi, ça, c'est vraiment des lésions. C'est souvent des gens qui ont fait 15 ans de lancer. Hein. C'est pas des petits jeunes qui viennent de se mettre au sport. Hein. C'est vraiment c'est le handballeur qui a 35 ans, qui a fait une carrière pro et il a une grosse lésion de la phase profonde du supra. Là, je ne peux pas répondre. C'est-à-dire que je ne peux pas dire de façon scientifique, oui, bien sûr, c'est tel sportif, tel geste. Non, je ne peux pas dire. Par contre, le mouvement qui est délétère pour le subscapulaire, c'est le mouvement main-dos, qui a tendance à distendre l'intervalle du rotateur. Il y a une publication là-dessus qui montre que l'intervalle du rotateur s'ouvre quand on met la main dans le dos. Et ensuite, vous allez arriver, le mouvement est fait par le subscapulaire au départ, il se poursuit après par le grand dorsal, et vous pouvez avoir la tête qui continue de tourner et qui va vous impacter la face profonde du subscapulaire. Donc, en rééducation, personnellement, je ne le travaille jamais. Tous mes patients repartent en pouvant s'habiller normalement. Et par contre, il ne faut pas travailler en tirant la main dans le dos, en leur montrant des exercices de stretching. Et c'est au contraire, c'est un exercice de protection de l'épaule, d'éviter de l'utiliser en ce sens-là. Pour la toilette, on peut utiliser une brosse et à ce moment-là, si vous brossez le dos par en haut, au contraire, vous étirez bien votre partie inférieure de l'épaule et c'est excellent. Et par contre, évitez de ne jamais s'attraper les mains dans le dos. Moi, je pense que je me suis détruit au volleyball en essayant de m'attraper les deux mains dans le dos. J'étais assez fier parce que j'étais souple, mais c'est sûrement ça qui m'a déstabilisé. Et donc, ça, on le voit souvent faire par les sportifs. Donc voilà. Ça, les métiers, je ne sais pas. Par contre, ces mouvements-là, c'est certain qu'ils sont délétères. Il y a une autre question? Oui. Question suivante.
Les lésions profondes du sous-scap doivent-elles être réparées chirurgicalement ou peut-on espérer une cicatrisation avec le recentrage de l'épaule après rééducation de l'épaule? Alors, je ne sais pas si c'est isolé ou associé avec le taux du supra. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que un tendon qui est détaché de l'os ne se remet jamais. Jamais, jamais, jamais. Même dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Une fois que le tendon est détaché de l'os, c'est cuit. Alors, et ça ne veut pas dire qu'il faut plus le. La question, c'est que ça va s'aggraver ou pas avec le temps. Mais de toute façon, ça ne va pas se guérir. On peut le dire aux malades, ça ne va pas se guérir. Alors, bien sûr, on ne les opère pas tous. Il faut d'abord les infiltrer, je pense, en général. Donc, ça veut dire une infiltration sous radio pour être sûr d'être en gléno-huméral. Et après, c'est de la rééducation. Et la plupart du temps, c'est des gens qui finissent par développer des petites irritations capsulaires. Enfin, je ne sais pas ce que c'est juste, mais c'est des gens qui n'ont pas des mobilités passives. Et souvent, ils ont un déficit de rotation interne, comme ça. C'est-à-dire que quand vous les mettez comme ça, vraiment, il y a un bras qui vient bien et l'autre, ça leur fait mal. Et vraiment, là, vous en découvrez, je pense, plein. C'est des gens qui ont des problèmes de mobilité. Donc, pour moi, c'est quasiment. Je veux dire, je dois en opérer quelques-uns dans l'année. Mais par rapport à tous ceux que je vois, c'est d'abord infiltration gléno-humérale, qui assouplit. Après, alors moi et rien dans les arthros. Après, c'est moi qui kiné, hein. La chaîne ouverte, la thérapie, c'est là que donc ça, ce qui fait, avant que ce soit, il faut avoir fait infiltration minérale, récupérer complètement les mobilités en position 2. Et Thierry, il faut que je coupe ton micro. C'est moi. Ouais. Vous m'entendez mieux là? Donc, je reprends. Il faut faire une infiltration gléno-humérale et surtout regarder la rotation interne en position 2. C'est des gens, les conflits, ils ont des déficits de rotation interne en position 2. C'est manifeste. Donc, il faut infiltrer en gléno-huméral. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une infiltration par le rhumato, c'est une infiltration par le radiologue ou quelqu'un d'autre, mais sous radio. Et assouplir vraiment les épaules. Ensuite, faire une rééducation qui est spécifique. Et là, vous y connaissez mieux que moi. C'est-à-dire que c'est vraiment vous qui savez comment faire. Et la chirurgie, moi, je vous dis, j'en vois plein, des conflits, plein. Je dois en opérer quelques-uns par an, pas plus. Donc, pour ce qui est de la rééducation, on arrive très bien là, avec des techniques de recentrage et de correction du spin à récupérer cette rotation. Par contre, il faut être clair, dès qu'on voit un patient, de lui expliquer que ce n'est pas la rééducation qui va lui faire cicatriser ses lésions. Donc, soit il aura une épaule qui sera parfaitement fonctionnelle avec ses lésions, il n'aura pas besoin de se faire opérer, surtout s'il n'est pas très jeune. Mais par contre, la rééducation ne changera rien à l'état du tendon. Par contre, sur le tendon restant, là, avec un programme de renforcement progressif, on peut stimuler la fabrication de collagène par les fibroblastes et renforcer ce qui reste de la coiffe avec une rééducation très dosée. Par contre, sur la partie rompue, elle restera rompue. Il y a une question là qui est sur les douleurs lors de la descente du bras après une abduction. Donc, lors de l'abduction, peuvent être un signe d'impingement antéro-supérieur. Alors, quand vous avez un patient qui a une épaule douloureuse hors intervalle impingement, vous récupérez d'abord la flexion, et le patient vous dit « j'ai plus mal quand je lève le bras ». Par contre, il reste douloureux lors de l'abduction. Et donc, si vous l'avez assoupli, mais qui reste douloureux, c'est en fait un déficit de force des rotateurs latéraux, parce que le mouvement d'abduction demande plus de recrutement musculaire que le mouvement de flexion. Donc là, il va le récupérer dans un second temps. Et je leur dis, vous verrez, une fois que vous aurez bien travaillé vos rotateurs, ça passera bien. Et c'est ce qui se passe. Et ensuite, le dernier mouvement qui reste douloureux dans les épaules, c'est l'adduction horizontale. Et au fur et à mesure que vous allez la travailler, petit à petit, elle sera de moins en moins douloureuse jusqu'à disparition des douleurs.
Voilà pour cette question. Il y en a d'autres, Johan? Oui, je vois une question concernant les capsulites. Est-ce que c'est important de travailler la rotation interne ou vous ne la travaillez jamais? Non, alors là c'est clair, jamais. Et quand quand j'ai revu les capsulites 4 ans après, ça a été publié dans Kinésithérapie, j'ai été sidéré parce que sans jamais l'avoir travaillé, une fois qu'on avait récupéré les autres amplitudes, tous les patients passaient la main dans le dos jusqu'en T7, sans jamais l'avoir travaillé. Alors que si on le travaille, certains, dont Pascal Boileau disait que la capsulite, c'était une lésion de l'intervalle du rotateur, il y a une théorie là-dessus. Bon, ça, je ne sais pas. Mais par contre, si c'est vrai, et c'est possible, dans tous les cas, l'intervalle du rotateur est touché comme tout le reste, quand vous faites main d'eau, vous stimulez cette région et donc vous allez encore entretenir la capsulite. Donc, on peut travailler l'enroulement des scapulas, mais pas le mouvement composite, qui n'est pas de la rotation interne, qui est le mouvement d'extension, adduction, rotation médiale. Et ça, c'est un mouvement composite qui est agressif pour l'épaule. Par contre, vous pouvez très bien travailler la rotation médiale, bras le long du corps, sans faire l'extension et le passage dans le dos. Et là, vous travaillez vos mouvements de rotation pure de l'adénomérale. Il y en a d'autres? Oui, alors il y a deux dans l'IRM. C'est la capacité de montrer ces lésions cachées du pouce capillaire, les IRM. Pourquoi on ne les voit pas? Oui. Philippe? Alors, les lésions du sous-scapulaire, on les voit mal parce qu'il n'y a pas de produit de contraste. En fait, c'est peut-être, même, je vais vous dire, même sous arthroscopie, c'est pas facile à voir, si on n'est pas habitué, en fait. Il faut pousser sur la tête, aller mettre son arthroscope entre et l'os, et là, il faut les dépister, il faut les chercher. Donc, c'est pas évident. Donc, déjà, c'est pas évident avec un arthroscope. Alors, vous imaginez avec un patient qui est en décubitus dorsal dans l'IRM, c'est très dur. Donc, voilà pourquoi. Et en plus, c'est pas dynamique une IRM. Alors que moi, avec l'arthroscope, je vais pouvoir le mettre le bras en rotation interne, en rotation externe, pousser sur la tête. Enfin, je vais essayer de vraiment dépister. À la limite, l'échographie faite par un excellent échographiste est meilleure. Parce qu'elle va permettre d'essayer de la dépister vraiment. Est-ce que c'est comme ça que vous avez mal? Mettre le bras dans certaines positions. Bon, on augmente nettement la sensibilité, la spécificité dès qu'il y a un produit de contraste. Ça aide. D'accord. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vérifie une dernière fois. Si on n'a pas Il y en a Nicolas Poitou. Philippe, peux-tu nous en dire plus sur sa nouvelle technique contre l'instabilité? Voilà. A-t-il toujours les bons résultats? Mais ça, c'est vous qui allez faire un prochain webinaire là-dessus. On va pas s'embêter. Vous voulez que je vous parle du DAD? Non, mais je pense que ça sera le sujet, l'instabilité et ta technique, là, ça sera le sujet d'un prochain webinaire. Très bien. Parce que ça marche très bien. Et le mieux, ça serait que je fasse parler les kinés de notre équipe qui vous en parleront aussi parce qu'on est très agréablement surpris des suites ça marche bien. Ça marche très bien. Top, super. Bon, Il y a une autre question de Nicolas Poitou. Dans les ruptures distales du biceps non traitées chirurgicalement, y a-t-il un impact sur l'épaule à long terme? Les désinsertions coude. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, Nicolas, mais si une désinsertion au coude du biceps, étant donné que c'est 80% de la force de supination, il faut la réinsérer. J'en ai vu quelques-unes, je leur avais fait des tests de force, et on ne perd pas de la force de flexion, puisqu'il y a le brachialis qui assure la flexion à 80%. Par contre, on perd toute la force de supination, on le voit ça souvent chez des sujets relativement jeunes. Est-ce que tu en as eu, Philippe, toi, des insertions basses du biceps? Alors, effectivement, je crois qu'il faut retenir comme pour grand principe que les ruptures proximales sont quasiment jamais chirurgicales. Et donc, il faut retenir comme grand principe que les ruptures proximales sont quasiment jamais chirurgicales. Il faut juste se méfier qu'il n'y ait pas une rupture du sous-scapulaire associée. Donc, globalement, vous avez demain un patient qui arrive au cabinet, il a une rupture du biceps proximal, vous pouvez le rassurer, juste tester son sous-scapulaire.
S'il est déficitaire, demandez une écho ou quelque chose, que le problème, c'est pas le sous-scap. Et si c'est une rupture distale, vous demandez un avis chirurgical en urgence. Pas dans 15 jours, pas dans 3 semaines, en urgence. Ça s'opère très vite. Voilà. C'est chirurgical. C'est aussi simple que ça, en fait. Oui, et c'est urgent parce que le biceps se rétracte et après, c'est difficile d'aller le remettre sur son point d'insertion. Une fois, j'ai vu un copain kiné qui est venu avec une échographie, il m'a dit, regarde, j'ai rien à l'écho, mais en fait, le biceps avait rompu à son insertion distale, mais il était tenu par l'expansion aponeurotique sur les épitrochléens, et donc il n'était pas remonté, mais quand on le testait contre résistance et qu'on testait la corde du biceps, elle était toute molle. Et donc, je l'ai envoyé voir le chirurgien parce que c'est un muscle qui se rétracte vite, après, c'est très difficile de le remettre. Voilà. Oui, je coupe, Thierry. Comment? Ton micro, s'il te plaît. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est comme les tendons d'Achille. Il n'y a pas de rupture partielle en distal. Dès que vous voyez une échographie montrant rupture partielle, peut-être doute, en fait, c'est une rupture complète. Il ne faut pas vous embêter. Il n'y a pas de rupture partielle. En distal, il n'y a pas de rupture partielle. C'est comme les tendons d'Achille. Très bien. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour ce soir. Thierry, tu voulais que je partage les résultats des sondages? On ne t'entend pas, Thierry. Oui, si tu les as, avec plaisir. On verra le départ. Alors, initial. Voilà, donc l'idée, c'était d'avoir mis à disposition le sondage au tout début du webinaire. Alors, il n'y a pas eu énormément de courageux qui ont répondu dans un premier temps. Et puis, on a refait les mêmes questions à la fin du sondage. Et bon, je pense que ça a conforté les réponses. Si tu voulais commenter rapidement, Thierry. Non, mais on voit qu'au départ, déjà, il y avait quand même une bonne connaissance, mais ça a amené avec quelques points de précision, je pense, cette discussion-là. Ouais, les questions étaient très intéressantes. Je remercie Philippe, avec qui on avait déjà collaboré souvent pour des Sugar Tours présentiels à Rennes, on en avait fait ensemble. Les congrès de la SFRE, celui de Rennes, malheureusement, cette année, pour la DGFK, il est repoussé. Donc on ne se verra pas, mais on refera encore notre Sugar Tour. Hein. Et encore, mes félicitations, je suis assez impressionné par toutes les publications, alors que Philippe étant chirurgien libéral, il prend le temps de publier énormément dans les revues internationales et c'est assez... bravo Philippe. Merci, c'est sympa. Bon, super. Et nous souhaitons également vous remercier à tous pour votre présence. On a passé un super moment. Vous avez encore tous répondu présent. Merci une fois de plus à Thierry pour sa présence. Une fois de plus à Philippe pour l'intervention. Voilà, c'était encore un très bon moment tous ensemble. Merci une fois de plus, messieurs. Bonne soirée à tous et à très bientôt.